traitait comme une servante alors que mon frère se vantait d'être associé, il ignorait que j'avais racheté l'entreprise 72H plus tôt. Je m'apprête à le licencier et à saisir la maison pour les protéger de ses vils mensonges. Il me traitait comme un vulgaire meuble, me repoussant dans un coin pendant que mon frère se préparait à signer le contrat de sa vie. Les mains de mon père tremblaient, mais il affichait un sourire arrogant, convaincu que son enfant chéri avait enfin triomphé. Je me contentais de verser de l'eau et de regarder ma montre. 6 minutes. Le mystérieux investisseur qui les terrifiait tant était dans la pièce depuis le début. Les preuves que mon frère avait apportées pour se vanter allaient bientôt devenir la corde qui pendrait sa carrière. Je m'appelle Amélie Beaumont, mais depuis 20 minutes, ma mère ne s'adresse à moi que comme à une entrave à l'éclairage d'ambiance. La salle de conférence était située au 42e étage du gratte-ciel le plus cher de Port-Vendôme, une aiguille de verre transperçant le ciel gris et couvert. Tout ici empestait le cuir vieilli et l'encaustique au citron, un parfum conçu pour masquer l'odeur du désespoir. Bien que je semblais être la seule à pouvoir détecter la pourriture sous-jacente. Amélie, pour l'amour du ciel, recule dans le coin, a sifflé ma mère, Martine. Elle n'a même pas tourné la tête pour me regarder. Elle était trop occupée à retirer une peluche invisible du blazer bleu marine de mon frère. Sa voix n'était qu'un murmure tendu et électrique, le genre de ton qu'elle utilisait lorsqu'elle était terrifiée mais essayait de paraître autoritaire. Tu bloques la vue sur le port. Tu sais ce que je pense de la circulation des énergies. Tu as cette expression lourde sur le visage. Ça porte malheur. Ça perturbe le feng shui. Je n'ai pas protesté. Les disputes étaient réservées aux personnes qui croyaient pouvoir changer l'issue d'une conversation. Et j'avais abandonné ce fantasme il y a une décennie. J'ai simplement soulevé le pichet d'eau en argent, la condensation froide contre ma paume, et j'ai reculé jusqu'à ce que mes talons touchent l'épaisse moquette près de la crédence. J'étais désormais officiellement un meuble, un porte-manteau, un témoin silencieux. Elle a raison, Amélie, a déclaré mon père, Gilles, sans lever les yeux des documents étalés devant lui. Ses mains reposaient sur la table en acajou, et j'ai remarqué le léger tremblement de ses doigts. C'était la seule faille dans son armure. Pour le monde extérieur, Gilles Beaumont était un titan, un capitaine d'industrie. Pour moi, c'était un homme qui avait misé tout ce qu'il possédait sur un seul pari. Tu es ici parce que nous avions besoin de quelqu'un pour gérer la logistique. Verse l'eau, débarrasse les papiers quand nous aurons terminé, et garde le silence. Nous n'avons pas besoin de tes commentaires aujourd'hui. Nous avons besoin de perfection. Je suis la perfection, a déclaré mon frère, Laurent, en pivotant légèrement dans son fauteuil ergonomique en cuir en bout de table. Il a affiché ce sourire éblouissant et longuement répété qui lui avait permis d'échapper à ses mauvaises notes au lycée et de s'endetter à l'âge adulte. Détends-toi, papa. Maman, ce n'est qu'une formalité. Les associés du groupe Moro Méridien m'adorent déjà. Je suis le 109 qu'ils recherchent désespérément. Ils n'achètent pas seulement l'intégration d'un associé, ils s'offrent l'héritage des Beaumont. J. Et baisser les yeux sur la fine montre en argent à mon poignet. 6 minutes. Laurent ajustait actuellement sa cravate en soie, vérifiant son reflet dans l'écran sombre de sa tablette. Il avait l'allure de l'emploi. Il avait toujours l'allure de l'emploi. C'était l'entreprise familiale, avoir l'air d'avoir réussi pendant que les fondations pourrissaient. Laurent était convaincu qu'aujourd'hui, il signerait son nom sur un bout de papier et deviendrait associé dans une prestigieuse société d'investissement. Il croyait que son droit d'entrée n'était qu'un simple investissement qui triplerait en un an. Il croyait que le monde l'attendait pour lui remettre une couronne simplement parce qu'il avait daigné se présenter. J'ai versé de l'eau pétillante dans des verres en cristal, le bruit des bulles résonnant bruyamment dans le silence tendu. Mes parents gravitaient autour de Laurent comme des satellites anxieux autour d'un soleil instable. Martine lissait ses cheveux. Gilles revérifiait l'emplacement du stylo. Il le préparait, le peaufinait, terrifié à l'idée qu'un faux mouvement ne brise l'illusion. Moi, j'étais l'ampoule grillée, dévissée et laissée dans la douille parce que personne ne prenait la peine de la changer, cachée derrière l'abat-jour de leur indifférence. Ils n'avaient aucune idée que la logistique que je gérais ne se limitait pas à des commandes de traiteurs. Ils ne savaient pas que les dossiers que Gilles tapotait nerveusement étaient déjà obsolètes. Ils supposaient que j'étais là parce que je n'avais nulle part ailleurs où être. Parce que j'étais la fille raisonnable et sans envergure qui occupait un emploi ennuyeux et sûr, et qui accourait quand on l'appelait. 3 minutes, ai-je pensé. Le virement bancaire est-il prêt à partir, a demandé Gilles, la voix rauque.
Nous devons démontrer une liquidité immédiate au moment où le contrat sera signé. Ça montre notre domination. Tout est prêt, a répondu Laurent en balayant l'air de la main avec désinvolture. Je t'ai dit que le compte est approvisionné. Dès que je signe, je suis dans la place. Je prendrai des décisions sur l'allocation des capitaux dès lundi matin. J'ai failli rire. Ce fut un véritable effort physique de garder un visage neutre. L'ironie était si tranchante que j'avais l'impression qu'elle allait me couper la langue. Il parlait de liquidité, de domination, de capital. Mais je connaissais la vérité. Je connaissais la deuxième hypothèque sur la maison de l'allée des Bruyères. Je connaissais les emprunts contractés sur les polices d'assurance vie. Je savais que la liquidité qui inquiétait Tanguy n'était que le tout dernier morceau de viande sur l'os des finances de cette famille. Il jetait tout au feu, espérant que la fumée ressemblerait à un signal de force. J'ai reculé d'un pas dans l'ombre du coin, serrant le pichet d'eau à deux mains. Depuis ce point de vue, je pouvais voir toute la pièce. Je voyais la sueur perler sur la lèvre supérieure de mon père. Je voyais la lueur maniaque dans les yeux de ma mère. Et je voyais Laurent bomber le torse, totalement inconscient du bord de la falaise sur lequel il dansait. Quand les gens pensent que vous êtes invisible, ils vous disent tout. Ils laissent des documents sur le comptoir. Ils prennent des appels sur haut-parleur pendant que vous les conduisez à l'aéroport. Ils discutent de leurs combines et de leurs peurs comme si vous n'étiez rien de plus que le papier peint. Pendant des années, j'avais tout absorbé. J'avais catalogué chaque mensonge, chaque compromis, chaque rejet arrogant. Ils pensaient que mon silence était de la soumission. Ils pensaient que mon manque de protestation était un manque d'intelligence. 2 minutes, ai-je murmuré pour moi-même. Qui est l'auditeur final de toute façon, a demandé Laurent en jetant un coup d'œil à la porte. Un rond de cuir d'entreprise. J'espère qu'il ne sera pas long. J'ai réservé une table à l'écrin à 19h pour fêter ça. Un simple agent de conformité, a marmonné Gilles. Ne t'inquiète pas pour lui. Tu lui montres simplement les chiffres, tu signes les papiers, et il mettra son coup de tampon. Ces gens ne sont que de la bureaucratie. Ils travaillent pour un salaire. Toi, tu achètes l'entreprise. N'oublie pas la dynamique du pouvoir. Compris, Laurent a dit en ajustant ses poignets de chemise. La dynamique du pouvoir. C'était l'expression préférée de mon père. Il croyait que le pouvoir était quelque chose que l'on projetait, quelque chose que l'on portait comme un costume. Il ne comprenait pas que le vrai pouvoir ne consistait pas à être la personne la plus bruyante de la pièce. Le vrai pouvoir consistait à savoir où les cadavres étaient enterrés parce que c'était vous qui teniez l'appel. J'ai regardé la lourde porte en chêne. 1 minute. Mon cœur battait à un rythme régulier et calme contre mes côtes. Il n'y avait pas d'adrénaline, seulement un sens du devoir froid et cristallin. J'avais passé toute une vie à être la déception, l'exemple à ne pas suivre, celle qui jouait la sécurité. Cette sécurité prenait fin aujourd'hui. Les comptes allaient être équilibrés. Amélie, a de nouveau claqué ma mère, sa voix coupant mes pensées. Arrête de fixer la porte. Tu as l'air d'une biche effarouchée. Rends-toi utile et vérifie s'il y a des serviettes propres sur la desserte. Nous voulons que tout soit impeccable quand il entrera. Je me suis déplacé lentement, délibérément. Je n'ai pas vérifié les serviettes. J'ai dépassé la desserte. J'ai dépassé la crédence. J'ai marché jusqu'à me tenir directement derrière la chaise vide à l'autre bout de la table, la chaise réservée aux représentants du groupe d'investissement. Amélie, a aboyé Gilles, le visage rouge de colère. Que fais-tu? Éloigne-toi de là. C'est pour le représentant des associés. Retourne dans ton coin. En fait, ai-je dit, ma voix claire et assurée remplissant la pièce d'une manière inédite. J'ai posé le pichet d'eau sur la table avec un bruit sourd et solide. Je trouve que la vue d'ici est très bien. Mon père s'est levé, sa chaise raclant violemment le sol. As-tu perdu la tête? Assieds-toi ou sors. J'ai regardé ma montre une dernière fois. 0. La lourde porte en chêne s'est ouverte, mais personne ne l'a franchie. La pièce est devenue silencieuse, attendant l'étranger, le sauveur, l'homme qui validerait l'existence de Laurent, mais l'encadrement de la porte est resté vide. J'ai levé les yeux vers ma famille confuse, vers mon frère, figé au milieu d'une salutation répétée, et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire bienveillant. Tu peux te rasseoir, papa,
ai-je dit en posant mes mains sur le dossier du fauteuil en cuir. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas comprendre dans leur arrogance, c'était que la personne qu'ils attendaient, la personne détenant les clés de leur avenir et le pouvoir de détruire leur passé, était la personne qu'ils venaient d'humilier. Pour comprendre pourquoi je me tenais dans ce coin avec un pichet d'eau pendant que mon frère se préparait à signer la perte de la retraite de nos parents, il faut comprendre comment Gilles Beaumont voyait le monde. Pour mon père, une famille n'était pas une unité d'amour ou de hasard biologique. C'était un portefeuille d'investissement. Dès notre naissance, l'allocation des actifs a été décidée. Laurent était l'action de croissance à haut rendement, l'entreprise spéculative qui monterait inévitablement en flèche et paierait le yacht, la maison d'été et l'héritage. Il était le ticket gagnant. Moi, en revanche, j'étais le passif. J'étais l'obligation sur qui battait à peine l'inflation, le coût d'entretien, la perte sèche. J'étais les frais généraux qu'il devait tolérer pour faire tourner la machine. Je me souviens quand Laurent a eu 16 ans. Il avait raté ses maths 2 fois, non par manque d'intelligence, mais par manque de discipline. La solution de mes parents n'a pas été de le punir ou de l'obliger à étudier. Ils ont embauché un tuteur privé qui coûtait 80 € l'heure, un homme qui faisait essentiellement ses devoirs à sa place. Quand Laurent a obtenu un décembre 2020, ils ont organisé une fête. Ils lui ont acheté un cabriolet flambant neuf, rouge cerise, arguant qu'il devait avoir l'air d'avoir réussi pour se sentir capable de réussir. Ils appelaient cela investir dans sa confiance. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai demandé un ordinateur portable pour apprendre à coder toute seule. Mon père a ri si fort qu'il s'est étouffé avec son whisky. Il m'a dit que la technologie était un actif qui se dépréciait et que je ferais mieux de me concentrer sur l'apprentissage de la gestion d'un foyer, car c'était là que résidait ma valeur. J'ai acheté cet ordinateur 6 mois plus tard avec l'argent gagné en récurant les bacs à graisse dans un fast-food en périphérie de la ville. Quand je l'ai ramené à la maison, ma mère m'a dit de le garder dans ma chambre parce qu'il était moche et encombrait la table du salon. Cette dynamique n'a jamais changé. Elle n'a fait que prendre de l'ampleur. La première fois que Laurent a décidé qu'il était un entrepreneur, il avait 22 ans. Il voulait lancer une marque de vodka premium, bien qu'il ne connaisse absolument rien à la distillation ou à la distribution. Mon père lui a fait un chèque de 50 000 €. Il a appelé ça le capital d'amorçage. 6 mois plus tard, la seule chose que Laurent avait produite était un box de stockage rempli de bouteilles sans étiquette et une série de photos sur les réseaux sociaux le montrant en train de faire la fête à Saint-Tropez. L'argent avait disparu. Mes parents ne se sont pas mis en colère. Ils se sont mis sur la défensive. Ils ont dit à leurs amis que les conditions du marché étaient défavorables. Ils se sont convaincus que Laurent était un visionnaire simplement en avance sur son temps. Ils ont requalifié la perte en frais de scolarité. Il payait son éducation à l'école de la vie, disait-il. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine en tant qu'analyste junior, gravissant les échelons depuis le bas d'un cabinet où personne ne connaissait mon nom de famille. Quand j'ai montré à mon père ma première promotion, un poste qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de vraies responsabilités, il a ricané. Il m'a dit que je jouais petit. Il a dit que j'étais hostile au risque, une abeille ouvrière destinée à servir les rois et les reines de ce monde. Il m'a demandé quand j'allais faire quelque chose de réel, ce qui signifiait pour lui, jouer avec l'argent des autres. Laurent adorait les raccourcis. Il était accro à l'esthétique du succès. Il collectionnait les cartes de visite comme des cartes Pokémon. Il achetait des costumes qu'il ne pouvait pas s'offrir. Il louait des voitures qui coûtaient plus cher que mon loyer. Il passait ses journées à déjeuner dans des clubs privés et ses nuits dans des soirées de réseautage. Toujours en train de pitcher, toujours en train de vendre, toujours sur le point de décrocher le prochain gros coup. Il était le maître du discours d'ascenseur, mais n'avait jamais pris les escaliers de sa vie. Et à chaque fois qu'il trébuchait, ce qui arrivait souvent, mes parents étaient là avec le filet de sécurité. Un prêt relais par-ci, une facture de carte de crédit couverte par-là, une injection temporaire de liquidité pour l'aider avec sa trésorerie. C'est un phénomène psychologique connu sous le nom de sophisme des coûts irrécupérables. Mes parents avaient investi tellement d'argent, d'énergie émotionnelle et de réputation dans l'idée que Laurent était un génie, qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter. S'arrêter maintenant, admettre que Laurent était médiocre et imprudent, reviendrait à admettre qu'il s'était trompé pendant 30 ans. Cela signifierait admettre que les centaines de milliers d'euros qu'ils avaient brûlés étaient bel et bien perdus.
Il était moins douloureux pour eux de faire un autre chèque de 10 000 € que d'affronter la réalité, le million précédent avait été gaspillé. Ils devaient croire qu'ils étaient tenus en otage par leur propre investissement. Cette fois, c'est différent. Ma mère répétait cela comme une prière. C'était un sortilège qu'il lançait pour repousser la vérité. Cette fois, il a les bons partenaires. Cette fois, le marché est prêt. Cette fois, il est concentré. C'était la phrase qui résonnait dans ma tête lorsque Laurent a annoncé son partenariat avec le groupe Moro Méridien. Cette fois, c'est différent, avait dit Gilles lors du dîner dominical, les yeux brillants d'une sorte d'espoir maniaque. Le droit d'entrée est élevé, oui, 150 000 €, mais les rendements, Amélie, les rendements sont exponentiels. Il sera associé. Il sera à l'abri pour la vie. Nous devons juste l'aider à franchir la ligne d'arrivée. Ils ne m'ont pas demandé l'argent. Bien sûr, ils savaient que je demanderais à voir le plan d'affaires. Ils savaient que je poserais des questions sur la valorisation. Au lieu de cela, ils ont hypothéqué la maison de l'Allée des Bruyères, la maison qu'ils possédaient entièrement depuis 5 ans, le symbole de leur stabilité. Ils ont utilisé leur sanctuaire comme levier pour acheter une place à table à un fil qui ne savait même pas comment tenir sa fourchette. Je les ai regardés faire. J'ai regardé Gilles signer les papiers à la banque, la main tremblant légèrement, le visage gris. J'ai regardé Martine vendre les bijoux de sa grand-mère pour couvrir les frais de notaire, se persuadant qu'elle ne les portait plus de toute façon. Des années auparavant, une version plus jeune de moi aurait pleuré. Elle les aurait suppliés d'entendre raison. Elle aurait crié « Regardez-moi. C'est moi qui suis responsable. C'est moi qui vous rend fier. » Mais cette version d'Amélie a connu une mort silencieuse vers l'âge de 25 ans. J'ai arrêté de chercher leur reconnaissance quand j'ai réalisé que leur monnaie était fausse. J'ai arrêté d'essayer de les sauver d'eux-mêmes parce que j'ai compris qu'ils ne voulaient pas être sauvés. Ils voulaient être validés. Je regardais Laurent de l'autre côté de la table de réunion, vérifiant son reflet dans sa tablette, se pavanant comme un paon. Il n'avait aucune idée de ce qu'il en avait coûté pour le mettre sur cette chaise. Il pensait le mériter. Il pensait que le monde lui devait ça. Et mes parents, ils le regardaient avec cet amour désespéré et terrifiant qui dévore les gens de l'intérieur. Ils attendaient le retour sur investissement qui n'arriverait jamais. En comptabilité, il y a un moment où vous réalisez qu'une créance est irrécouvrable. Vous arrêtez d'essayer de la recouvrer. Vous arrêtez d'envoyer des lettres de relance. Vous la passez simplement en perte. Vous clôturez le compte pour qu'il cesse de plomber le reste du bilan. C'était le but de cette journée. Je n'étais pas ici pour crier, pleurer ou exiger des excuses pour une vie entière de négligence. Je n'étais pas ici pour les supplier de m'aimer. J'étais ici pour effectuer un audit final. J'étais ici pour clôturer les comptes de la mythologie de la famille Beaumont. Ils pensaient que j'étais la sœur silencieuse et amère dans le coin. Ils ne réalisaient pas que j'avais cessé d'être leur fille il y a bien longtemps. Désormais, je n'étais plus que le liquidateur, et la liquidation est une affaire froide et insensible. Le groupe Moro Méridien avait été conçu pour ressembler à une forteresse de richesse. Leurs brochures étaient imprimées sur du papier cartonné mat et épais, luxueux au toucher. Leur site web était une symphonie de photos libres de droit montrant des hommes aux cheveux argentés se serrant la main dans des bureaux en verre, avec des textes vagues et inspirants sur l'accumulation synergique de richesses et l'architecture de l'héritage. Pour un œil non averti, comme celui de mon frère, cela ressemblait au sommet de la montagne. Pour moi, cela ressemblait à un piège à liquidité classique, emballé dans un costume Armani. L'argumentaire était séduisant, mais structurellement instable. Ils recrutaient des associés, un titre qui flatte l'ego, mais la condition d'entrée était un apport de 150 000 €. En échange, ils promettaient une voie rapide vers l'actionnariat, un bureau d'anglais des primes trimestrielles qui défiait la logique du marché. Ils prétendaient que ces places étaient extrêmement limitées et que l'offre expirerait dans 48 heures. Haute pression, haute exclusivité, haute promesse de rendement. C'était le trio gagnant d'un prédateur cherchant un repas désespéré. Laurent avait mordu à l'hameçon sans réfléchir. Ils m'ont chassé, Amélie, s'était-il vanté au dîner 2 semaines plus tôt, faisant tourner son vin dans son verre. Ils ont vu mon profil sur LinkedIn. Ils reconnaissent le talent quand ils le voient. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un avec ma vision. J'étais assise là, coupant mon steak, sachant exactement quel genre de vision intéressait Moro Méridien. Ils ne cherchaient pas des génies de la finance.
Il chassait des baleines, ou dans le cas de Laurent, un baleineau ayant accès à la ligne de crédit d'une baleine. Ils cherchaient des liquidités pour boucher les trous de leur propre navire en train de couler. Ma famille pense que je gère de la logistique ou de la paperasse. C'est un flou bien pratique qui leur permet d'ignorer ma véritable carrière. En réalité, je suis analyste principal en restructuration pour Capital Rive-Nord. Mon travail n'est pas de rendre les gens riches. C'est de disséquer les entreprises qui se meurent. Je regarde les bilans de la même manière qu'un médecin légiste examine un cadavre. Je trouve la cause du décès, les dettes cachées, les actifs gonflés, l'hémorragie opérationnelle. 3 semaines plus tôt, mon logiciel interne d'analyse des risques, un système exclusif que nous appelons le Vautour, avait signalé une série d'actifs en difficulté dans le secteur des entreprises de taille intermédiaire. L'un d'eux était une société écran liée au groupe Moreau Méridien. J'ai creusé. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver la pourriture. Moreau Méridien n'était pas un géant de l'investissement. C'était un zombie criblé de dettes. Leur trésorerie était un désastre, maintenue à flot uniquement par l'afflux constant des droits d'entrée des nouveaux associés. Ils utilisaient les 150 000 € de Pierre pour payer la prime trimestrielle de Paul. Ce n'était pas techniquement une pyramide de Ponzi. Ils avaient de vrais bureaux et de vrais investissements, bien que terriblement mauvais, mais c'était dangereusement proche. Ils étaient endettés jusqu'au cou, devant des sommes colossales à des prêteurs mezzanines, et ils avaient des mois de retard sur le paiement de leur bail commercial. Leur conformité interne était une blague. Leurs audits étaient auto-certifiés. Et le plus critique, ils étaient sur le point de violer les clauses de leur principale ligne de crédit. S'ils ne levaient pas 2 millions d'euros de capital partenaire d'ici la fin du mois, les banques saisiraient tout. Laurent n'était pas un partenaire. Il était un canot de sauvetage. J'étais assise dans mon bureau chez Capital Rive-Nord cette nuit-là, la lumière bleue des écrans se reflétant dans mes lunettes, observant l'autopsie financière de l'avenir de mon frère. J'ai vu le piège parfaitement, l'hameçon, la ligne et le plomb. Mon premier réflexe, l'instinct résiduel d'une sœur, a été de l'appeler. J'ai tendu la main vers mon téléphone. J'aurais pu lui expliquer le ratio d'endettement. J'aurais pu lui montrer les inscriptions au registre du tribunal de commerce. J'aurais pu lui épargner l'humiliation et sauver la maison de mes parents. Mais ensuite, je me suis souvenu de la dernière fois où j'avais essayé d'aider. Je me suis souvenu de Gilles me disant que j'étais jalouse de l'esprit d'entreprise de Laurent. Je me suis souvenu de Martine me disant d'arrêter d'être un oiseau de mauvais augure quand j'avais souligné le taux d'intérêt du prêt automobile de Laurent. Je me suis souvenu qu'on m'avait demandé d'aller chercher du café pendant que Laurent discutait de stratégie commerciale avec des hommes qui étaient en train de l'escroquer activement. Ils ne voulaient pas de la vérité. Ils voulaient le rêve. Si je leur disais maintenant, ils m'accuseraient de sabotage. Ils diraient que j'inventais tout, que j'étais amer, que je ne comprenais rien à la haute finance. Ils signeraient les papiers quand même, juste pour me contrarier. J'ai posé le téléphone. Très bien, ai-je murmuré dans le bureau vide. Si tu veux jouer dans la cour des grands, jouons selon les règles de la cour des grands. Je ne suis pas allé voir la police. Je ne suis pas allé voir l'autorité des marchés financiers. Ces procédures prennent des mois, et mes parents auraient perdu la maison bien avant l'ouverture d'une enquête. J'avais besoin de quelque chose de plus rapide, de plus absolu. Je me suis tourné vers la seule chose qui ne ment jamais, la dette. Le principal créancier de Moreau Méridien était un fonds de créances douteuses cherchant à se débarrasser de ses positions risquées. Ils en avaient marre de courir après les paiements. Ils voulaient juste s'en sortir. Ils vendaient la tranche de contrôle de la dette de Moreau Méridien pour des clopinettes à quiconque serait assez courageux pour la recouvrer. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre sur mon écran. J'ai accédé au compte d'un véhicule à usage spécial que j'avais créé des années auparavant pour des acquisitions indépendantes. Une entité propre et anonyme que j'avais nommée Roc de Mer Investissement SARL. Ça sonnait ennuyeux. Ça sonnait corporate. Ça ressemblait au genre d'entreprise qui pouvait vous avaler tout cru sans faire le moindre bruit. J'ai vérifié ma propre liquidité. C'était juste, représentant presque chaque euro que j'avais économisé, investi et fait fructifier sur une décennie à manger des sandwichs au thon et à travailler 80 heures par semaine. C'était mon fonds de liberté. C'était l'argent que j'allais utiliser pour quitter cette ville et ne jamais regarder en arrière. Mais ceci était mieux que de partir. C'était une conclusion. J'ai tapé le montant de l'offre. C'était agressif,
mais l'argent liquide est roi dans une vente de détresse. J'ai cliqué sur exécuter. La transaction a été validée en 12 secondes. Je n'ai pas acheté une place à table comme Laurent. Je n'ai pas acheté un titre. Je n'ai pas acheté une promesse de richesse future. J'ai acheté la dette de manière effective. Depuis 72 heures, Roc de Mer Investissement SARL possédait l'âme financière du groupe Moreau Méridien. J'étais désormais leur créancier de premier rang. Je détenais le privilège sur leurs actifs. J'avais le droit d'exiger le remboursement immédiat des prêts s'ils échouaient à un test de solvabilité. Et plus important encore, j'avais le droit d'approuver ou de rejeter les changements de personnel clés pendant une période de restructuration. Laurent pensait qu'il entrait dans cette salle de conférence pour rejoindre le club. Il ne réalisait pas que le club avait été vendu et que la nouvelle propriétaire était la fille debout dans le coin avec le pichet d'eau. J'avais le statut juridique. J'avais le moyen de pression. Maintenant, j'avais juste besoin d'une mise en scène. J'avais besoin qu'il s'engage dans le mensonge une dernière fois devant des témoins, devant l'auditeur. J'avais besoin que Laurent signe de son nom sur la ligne pointillée, prouvant son intention, prouvant son imprudence. Avant que je ne retire le tapis sous ses pieds. Je n'allais pas les sauver avec des mots. J'allais les sauver avec une offre publique d'achat hostile. 72 heures. C'était l'âge exact de la nouvelle réalité dans laquelle nous vivions. Bien que les 3 autres personnes dans la pièce fonctionnaient encore sur une ligne temporelle expirée depuis 3 jours. Lorsque j'ai utilisé Roc de Mer Investissement SARL pour acheter la tranche de contrôle de la dette de Moreau Méridien, je n'ai pas seulement acquis un instrument financier. J'ai acquis le droit de leur souffler dans le cou. En vertu des clauses strictes de l'accord d'achat de créances douteuses, plus précisément la clause 4B concernant la supervision opérationnelle en cas de risque d'insolvabilité, le nouveau créancier, moi, avait l'autorité unilatérale pour restructurer la conformité interne. Cela signifiait que je pouvais geler les actifs. Cela signifiait que je pouvais suspendre toutes les activités de recrutement, y compris l'intégration de nouveaux associés. Cela signifiait que je pouvais exiger un audit médico-légal immédiat sur place de tout capital entrant. Et surtout, chose peut-être la plus satisfaisante, cela me donnait le pouvoir exécutif de résilier tout contrat de travail posant un risque fiduciaire pour l'entreprise. Je n'avais pas acheté l'entreprise pour la diriger. Je ne l'avais pas acheté pour mettre mon nom sur la porte. J'avais acheté le coût financier de la bête, et ma main se resserrait actuellement autour de sa trachée. Mais je ne pouvais pas être celle qui manierait la hache directement. Pas encore. Si je me levais et me déclarais propriétaire, Gilles et Martine hurleraient à la trahison. Ils prétendraient que je mentais, que j'avais volé l'argent ou que j'essayais simplement de gâcher le grand moment de Laurent par pure méchanceté. Ils en feraient une foire d'empoigne émotionnelle familiale. Et dans une foire d'empoigne, les faits se perdent. J'avais besoin d'un bourreau portant un costume et une mallette. J'avais besoin de quelqu'un de froid, de professionnel et d'une neutralité terrifiante. C'est pour cela que j'avais engagé Monsieur Delacroix. Monsieur Delacroix n'était pas un acteur. C'était un véritable expert comptable judiciaire de haut niveau et un agent de conformité avec lequel j'avais travaillé sur un précédent cas de restructuration à Paris. Je l'avais mandaté via Roc de Mer Investissement en tant que directeur par intérim de la sécurité interne et de la conformité. Son mandat était simple, se rendre au bureau de Port-Vendôme, interrompre la signature de l'associé et vérifier la légitimité des fonds d'entrée avant que le contrat ne puisse être contresigné. Mes instructions étaient spécifiques, ne soyez pas polis. N'acceptez pas de photocopies. Ne vous souciez pas de leurs sentiments. Suivez l'argent. J'ai regardé la trotteuse de ma montre dépasser le 12. L'ascenseur au bout du couloir devait s'ouvrir en ce moment même. Monsieur Delacroix en sortirait, ajustant ses lunettes sans monture, portant une tablette reliée directement à la base de données que je contrôlais. Amélie. La voix de Martine m'a ramené brutalement à la réalité physique de la pièce. Elle a fait un geste sec vers la table avec une main manucurée. Le verre de Laurent est vide. Ne reste pas là à rêvasser. Remplis-le et essaie d'avoir un peu moins l'air d'assister à un enterrement. C'est une célébration. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je suis sorti de mon coin, le lourd pichet en cristal froid entre mes mains. Ce service, cette soumission était mon camouflage. Cela me permettait de marcher jusqu'au bord du précipice sans que personne ne me demande ce que je faisais là. Alors que je me penchais pour verser l'eau pétillante dans le verre de Laurent, j'ai jeté un coup d'œil aux papiers étalés devant lui.
C'était un désastre. J'ai vu un relevé bancaire imprimé provenant d'un compte offshore qui, je le savais de source sûre, n'avait même pas le code d'acheminement inscrit sur la feuille. J'ai vu un formulaire de déclaration de patrimoine où il avait listé la maison de l'Allée des Bruyères comme un actif libre de toute charge, oubliant opportunément le privilège que la banque avait posé dessus 48 heures plus tôt. Il ne se contentait pas de contourner la vérité. Il commettait une fraude, et il le faisait avec la négligence arrogante de quelqu'un qui n'a jamais été pris. Laurent ne m'a même pas regardé pendant que je versais l'eau. Il était trop occupé à envoyer des textos sous la table. Probablement à une petite amie à qui il avait promis un voyage à Dubaï une fois sa prime encaissée. L'odeur de son eau de Cologne, un mélange de bois de santal et de confiance imméritée, était étouffante. « Merci, ma grande », a-t-il dit avec dédain, sans quitter son téléphone des yeux. « Je t'en prie », ai-je répondu. Je n'étais pas en train de lui tendre un piège. C'est l'idée fausse que les gens se font souvent de la vengeance. Vous n'avez pas besoin de creuser une fosse pour un homme qui marche les yeux fermés. Vous devez simplement vous abstenir de crier pour l'avertir. Je n'étais pas le chasseur. J'étais le miroir. Tout ce que j'avais fait, c'était mettre en place un reflet en haute définition de ce qu'était réellement Laurent. S'il s'y regardait et voyait un monstre, c'était sa création, pas la mienne. Je me suis retiré vers la desserte, posant le pichet sur un sous-verre. D'ici, je pouvais voir le visage de mon père. Il avait l'air hagard, les rides autour de ses yeux creusés par l'inquiétude. Même s'il forçait un sourire, il savait que c'était un pari, il savait qu'ils étaient sur le fil du rasoir, mais il s'était convaincu que la seule issue était de foncer. Il pariait la maison pour regagner la voiture. J'ai touché la poche de mon blazer. À l'intérieur, soigneusement pliés, se trouvaient 2 documents que j'avais préparés la veille. Le premier était un avis de licenciement pour Laurent Beaumont, invoquant une déclaration frauduleuse d'actifs et le non-respect des normes éthiques du groupe Moro-Méridien. Le second était un montage juridique de transfert de propriété. C'était un instrument complexe, mais concrètement, c'était un canot de sauvetage. Cela placerait la maison de l'Allée des Bruyères dans une fiducie protectrice, la mettant à l'abri des retombées immédiates de la faillite inévitable de Laurent, à condition que mes parents acceptent de céder le contrôle de l'actif à l'administrateur de la fiducie, moi. J'avais écrit 2 fins pour cette histoire. Dans la première version, Laurent admet qu'il n'a pas l'argent, retire sa candidature, et nous rentrons tous à la maison. Il est humilié, oui, mais il n'est pas détruit. La maison est sauve. Le mensonge se termine discrètement. Dans la deuxième version, la version que je savais inéluctable, Laurent s'obstine. Il ment à Monsieur Delacroix. Il présente les faux documents. Il essaie de bluffer un homme qui mange des bluffs au petit déjeuner. Et ce faisant, il déclenche la clause de faute grave qui me permet non seulement de le renvoyer, mais de le blacklister de l'industrie et d'exposer la fraude aux agences d'évaluation du crédit. J'ai regardé à nouveau la lourde porte en chêne. La poignée a commencé à tourner. Ma famille s'est redressée. Martine a tapoté ses cheveux. Gilles a boutonné sa veste. Laurent a rangé son téléphone et a pris son air professionnel. Un rictus qui, selon lui, ressemblait à du leadership. Il pensait que la porte s'ouvrait pour laisser entrer leur avenir. Il ne réalisait pas qu'elle s'ouvrait pour laisser entrer leur passé. Toutes les dettes impayées, toutes les compromissions, toute l'ignorance volontaire, vêtue d'un costume gris anthracite et portant un scalpel numérique. Que le spectacle commence, ai-je murmuré si doucement que seul le pichet d'eau a pu m'entendre. La lourde porte en chêne s'est ouverte dans un chuintement hydraulique, laissant entrer l'homme qui allait devenir l'architecte du cauchemar de mon frère. Monsieur Delacroix ne marchait pas. Il glissait, une colonne vivante de laine gris anthracite et de froide indifférence. Il portait une mallette en cuir qui semblait assez chère pour nourrir une famille de 4 personnes pendant un mois, et son expression était aussi vierge qu'un disque dur fraîchement formaté. En franchissant le seuil, ses yeux ont balayé la pièce. Ils se sont attardés une fraction de seconde sur Laurent, ont ignoré Gilles et Martine de bout en bout, et m'ont survolé comme si j'étais un porte-manteau. C'était une masterclass en matière de mépris. Il s'est assis à l'autre bout de la table en acajou, sans serrer de main, sans sourire, sans offrir la moindre platitude sur le temps ou les embouteillages. Il a simplement posé sa mallette sur la table, a fait claquer les loquets en laiton et a regardé Laurent. Monsieur Beaumont, a déclaré Delacroix. Sa voix était un baryton profond qui semblait aspirer toute la chaleur de l'air. Passons les préambules.
Mon emploi du temps est très serré et je présume que vous avez hâte de conclure votre affaire. L'ambition est une bonne chose, mais la liquidité est encore meilleure. Laurent a cligné des yeux, son offensive de charme répétait mourant dans sa gorge. Il s'était préparé à de grandes tapes dans le dos avec un visionnaire comme lui, pas à un interrogatoire par un auditeur médico-légal. Mais mon frère était pourvu d'une résilience à toute épreuve dans ses illusions. Il a retrouvé son sourire, bien qu'il ait semblé un peu plus fragile qu'il y a 5 minutes. Absolument, a dit Laurent en se penchant en avant et en faisant glisser un épais dossier relié sur la table. La couverture était frappée du logo Moreau Méridien en lettres d'or. J'apprécie un homme qui valorise l'efficacité. Tout est en ordre. Mon équipe financière a préparé la déclaration complète ce matin. Vous trouverez la preuve des fonds, l'allocation des actifs et la confirmation de transfert du droit d'entrée juste au-dessus. Il a tapoté le dossier avec un ongle manucuré, regardant nos parents avec un sourire qui voulait dire « Regardez-moi faire ». Gilles s'est redressé, la poitrine gonflée d'une fierté procuration. Il a tourné la tête lentement pour me regarder dans le coin, les yeux plissés de dédain. « Tu vois ça, Amélie ?» a-t-il dit, la voix dégoulinante de condescendance. Voilà à quoi ressemble la préparation. Voilà comment un professionnel gère une conclusion de contrat. Il n'hésite pas. Il livre la marchandise. Prend de la graine. C'est ainsi que vivent les gagnants. J'ai resserré ma prise sur le pichet d'eau, mes jointures blanchissant. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis contenté de regarder Delacroix. Monsieur Delacroix n'a pas ouvert le dossier. Il ne l'a même pas touché. Il a fixé la couverture dorée pendant un instant, puis a relevé les yeux vers Laurent. Le papier ne m'intéresse pas, monsieur Beaumont, a dit Delacroix. Le papier peut être imprimé. Le papier peut être falsifié. Le papier est le vestige d'une époque où la confiance servait de monnaie d'échange. Sur ce marché, nous traitons des données. Le sourire de Laurent a vacillé. Je ne comprends pas. Ce sont des relevés bancaires certifiés. Ils sont notariés. Par qui ? A demandé Delacroix en haussant un sourcil. La pièce est devenue extrêmement silencieuse. Le bourdonnement de la climatisation semblait rugir. J'ai vu une goutte de sueur se détacher de la racine des cheveux de Laurent et entamer un lent et périlleux voyage le long de sa tempe. Il s'est tortillé sur son siège. Le cuir a grincé, un bruit semblable à celui d'une branche sèche qui se casse. Eh bien, a commencé Laurent, son rire sonnant haletant et aigu. C'est un peu orthodoxe, n'est-ce pas? Je veux dire, les protocoles de sécurité m'empêchent généralement d'accéder au coffre-fort principal depuis un réseau non sécurisé. Je détesterais déclencher une alerte à la fraude le jour de la signature. Nous utilisons un VPN crypté sécurisé, a répliqué Delacroix d'une voix monocorde. Il n'y a aucun risque, à moins que le risque ne soit que l'argent ne s'y trouve pas. Laurent s'est penché vers Martine, baissant la voix jusqu'à un murmure censé être privé, mais qui a porté clairement jusqu'au coin de la pièce où se tenait la sœur invisible. J'ai ajusté les chiffres, a-t-il sifflé, les lèvres bougeant à peine. Je les ai embellis. Si je me connecte en direct, ils verront le décalage de trésorerie. J'ai besoin de temps pour déplacer l'argent depuis les lignes de crédit. Les yeux de Martine se sont écarquillés, son visage se vidant de ses couleurs. Elle a regardé de Laurent à Gilles, la panique commençant à fracturer son calme. Gilles avait l'air confus, fronçant les sourcils alors qu'il essayait de comprendre pourquoi son garçon en or gagnait du temps. Y a-t-il un problème, monsieur Beaumont, a demandé Delacroix. Il a tapoté son doigt contre son poignet, vérifiant une montre qui coûtait plus cher que ma voiture. J'ai un autre audit dans 8 minutes. Si nous ne pouvons pas vérifier le capital, je devrais signaler cette candidature comme incomplète. Et étant donné la liste d'attente pour les associés, une candidature incomplète est effectivement une candidature rejetée. Non, a lâché Gilles en frappant du poing sur la table. Non, il n'y a aucun problème. L'argent est là, Laurent. Montre-lui simplement le compte. Arrête de jouer à des jeux. Laurent s'est tourné vers son ordinateur, les mains tremblant visiblement maintenant. Il tapait, effaçait, retapait. Il était pris au piège. Il avait un PDF qu'il avait manipulé sur Photoshop pour afficher un solde de 150 000 €, mais le solde réel du compte était probablement plus proche de 150 €. Il ne pouvait pas se connecter en direct, mais il ne pouvait pas refuser sans admettre la fraude. Il a levé les yeux, son regard balayant la pièce, cherchant une sortie,
cherchant une alarme incendie, cherchant n'importe quoi pour arrêter le chronomètre. J'ai un problème avec la connexion HDMI, a menti Laurent, s'accrochant à une branche si fine qu'elle en était invisible. Mon ordinateur portable ne se synchronise pas avec le projecteur. Je ne peux pas vous montrer l'écran si ça ne se connecte pas. Peut-être pourrions-nous reprogrammer ça à cet après-midi. Delacroix a soupiré. Un son d'un ennui profond. Il a tendu la main vers sa mallette comme pour ranger ses affaires. Si vous n'êtes pas préparé technologiquement, vous n'êtes pas préparé financièrement, a déclaré Delacroix en se préparant à se lever. C'était le moment. Le moment où le piège se refermait. Je me suis avancé depuis mon coin. Mes mouvements étaient fluides, rodés, serviables. J'étais la bonne sœur. J'étais l'assistante efficace. Je peux t'aider avec ça, ai-je dit d'une voix enjouée et obligeante. La tête de Laurent s'est tournée d'un coup vers moi, les yeux écarquillés en guise d'avertissement. Amélie, assieds-toi. Tu ne sais pas comment ça marche. Oh, c'est très simple, ai-je répondu en passant devant lui pour rejoindre le panneau de contrôle sur le mur. Tu n'as pas besoin d'un câble, Laurent. La salle est équipée d'un serveur de diffusion directe. Puisque tu as déjà le fichier ouvert sur ton bureau, je peux juste établir la connexion pour toi. Ça ne prendra que 5 secondes. Avant qu'il ne puisse m'arrêter, avant qu'il ne puisse inventer un autre mensonge, j'ai tapé le code de contournement sur le panneau mural. Non, Amélie, attends, a commencé Laurent, se levant à moitié de sa chaise. Mais il était trop tard. Le grand moniteur 4K sur le mur derrière lui s'est allumé. Il reflétait parfaitement l'écran de son ordinateur portable. Et il était là. Pas un portail bancaire, pas un coffre-fort sécurisé, mais une fenêtre d'éditeur PDF avec un document intitulé relève-bancaire-bancaire-fo-edi-v3.pdf ouvert. Le curseur survolait le champ du sol du compte, qui était mis en évidence dans une zone de délimitation, montrant clairement qu'il avait été collé par-dessus le chiffre original. Le silence qui a suivi n'était pas seulement calme. Il était lourd. C'était le son d'une lame de guillotine suspendue en l'air, attendant que la gravité fasse son œuvre. Intéressant, a dit Delacroix en s'adossant à sa chaise et en joignant le bout de ses doigts. Il semble que la liquidité soit encore au stade de brouillon. Laurent s'est figé, la main suspendue au-dessus de son ordinateur portable, pris en flagrant délit de fabrication de son propre succès. Il a regardé l'écran, puis Delacroix, et enfin notre père. Gilles ne souriait plus. Il fixait l'écran, fixant la falsification grossière et évidente qui était censée sauver notre famille. Et pour la première fois de sa vie, il a eu l'air vieux. Je me tenais près du panneau mural, les mains respectueusement croisées devant moi. La connexion est-elle assez nette, monsieur Delacroix, ai-je demandé poliment. Cristalline, a-t-il répondu. Cristalline. L'air dans la pièce était sec, comme des feuilles mortes prêtes à s'effriter. Laurent dévisageait l'écran où son PDF grossièrement modifié était affiché. Son visage était un portrait de pure panique, sans la moindre nuance. Pour une personne normale, se faire prendre avec un faux relevé bancaire sur un écran de 150 cm aurait été la fin. Ça aurait été le moment de s'excuser, de remballer ses affaires et de partir honteux. Mais Laurent n'était pas une personne normale. C'était un Beaumont, et il possédait une incapacité presque pathologique à accepter la défaite. Il a claqué l'écran de son ordinateur, coupant la projection. L'écran est devenu noir, mais la rémanence de sa fraude semblait flotter dans l'air entre nous. C'était un modèle de projection. A crié Laurent, la voix brisée. Il a regardé frénétiquement Delacroix, puis notre père. C'était juste un outil de visualisation que j'utilisais pour montrer la croissance potentielle du capital. Ce n'était pas le document source, évidemment. C'était un mensonge pitoyable. Mince et transparent. Mais Gilles et Martine s'y sont accrochés comme des marins en train de se noyer agrippant un morceau de bois flotté. Bien sûr, a dit Gilles, relâchant un souffle qu'il devait retenir depuis une minute. Une visualisation. Cela a du sens. Tu modélises la liquidité. Exactement, a renchéri Laurent en s'essuyant les paumes sur son pantalon. Le vrai relevé est déjà crypté et prêt à être envoyé. Je dois juste le transférer. Monsieur Delacroix n'avait pas l'air convaincu. Il a regardé sa montre, un mouvement lent et délibéré qui a fait tressaillir Laurent. Vous avez 8 minutes, monsieur Beaumont, a dit Delacroix.
Sa voix était dépourvue de toute patience. Si je n'ai pas un document vérifié dans ma boîte de réception d'ici là, je passe cette porte. Il y a 3 autres candidats qui attendent dans le hall en bas, et aucun d'entre eux n'a besoin de visualiser son propre argent. Les doigts de Laurent ont volé sur son clavier. Il ne vérifiait plus l'exactitude de quoi que ce soit. Il fonctionnait à l'adrénaline pure. Il devait faire passer un fichier, n'importe lequel, de son ordinateur à celui de Delacroix. Avant que le temps ne soit écoulé, il a ouvert son logiciel de messagerie, a joint ce même fichier qu'il venait d'être surpris en train de modifier, l'a renommé fond-certifie-final.pdf, et a cliqué sur envoyer. Il avait choisi la voie de la facilité. Il le faisait toujours. Il pensait que s'il déplaçait simplement les données de son écran à celui de quelqu'un d'autre, elles deviendraient miraculeusement vraies pendant le transfert. Dans le coin de la pièce, à l'intérieur de la poche de mon blazer, mon téléphone a vibré. Une seule impulsion haptique aiguë. Ping. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir ce que c'était. En tant que propriétaire de la dette et contrôleuse de la structure de conformité, j'avais configuré une règle miroir sur le serveur. Tout document envoyé à l'adresse de l'audit interne m'était automatiquement envoyé en copie cachée. Laurent pensait lancer une bouée de sauvetage à un sauveur. En réalité, il venait de livrer des aveux signés directement dans ma poche. Il avait commis une fraude électronique, et j'avais maintenant l'horodatage numérique pour le prouver. Envoyé, a annoncé Laurent, se rasseyant dans sa chaise avec un soupir qui a secoué tout son corps. Vous devriez l'avoir maintenant. Tout y est. Jusqu'au dernier centime. Delacroix a tapoté l'écran de sa tablette une fois. Reçu. Le visage de Laurent s'est métamorphosé. La terreur s'est évaporée, instantanément remplacée par cette satisfaction suffisante et huileuse que je détestais tant. Il a regardé nos parents et leur a fait un clin d'œil. Vous voyez, a-t-il dit. Je vous l'avais dit. Juste un problème technique avec le projecteur. On est bon. Martine a tapé dans ses mains, un bruit sec et discordant. Oh, Dieu merci. Je le savais. Je savais que tu gérais la situation, Laurent. Tu m'as fait une de ces peurs pendant une seconde, mais tu es toujours plein de ressources. La débrouillardise est mon deuxième prénom, maman, a fanfaronné Laurent en desserrant sa cravate. Je suis resté là à les regarder célébrer un crime. Ils le couvaient des yeux, rayonnant vers lui. Ils étaient tellement désespérés qu'il soit le héros qu'ils avaient collectivement halluciné une victoire au beau milieu d'un désastre. Delacroix n'a pas souri. Il n'a pas offert de poignée de main. Il a fixé la tablette, faisant défiler le document que Laurent avait envoyé. Je savais exactement ce qu'il voyait. Je n'avais pas besoin d'être analyste judiciaire pour savoir que les métadonnées de ce fichier étaient un champ de ruines. La date de création indiquerait il y a 5 minutes. La balise d'auteur serait le MacBook de Laurent plutôt que le serveur sécurisé d'une banque. La police de caractère des chiffres ne correspondait probablement même pas à celle de l'entête de la banque. Ce n'était pas seulement un faux. C'était une insulte au faux. Mais Delacroix a simplement hoché la tête. Ce fut un geste mécanique et froid. Les chiffres correspondent à vos affirmations, a dit Delacroix. Il n'a pas dit que le document était authentique. Il a simplement dit que les chiffres correspondaient aux affirmations. C'était une nuance d'avocat. Totalement perdu pour ma famille. Laurent a pris cela comme une exonération totale. Il s'est levé et s'est approché de la fenêtre, regardant la ville qu'il pensait être sur le point de conquérir. Ce n'est que le début, a-t-il déclaré, la voix résonnant d'une arrogance renouvelée. Une fois que ce partenariat sera officiel, les choses vont changer. Je lorgne sur une propriété sur les hauteurs. 5 chambres, piscine, portail privé. Et papa, tu pourras enfin changer cette vieille berline. Je pense qu'on va te prendre un modèle allemand, quelque chose qui en jette. Tu es un bon fils, Laurent, a dit Gilles, les yeux embués. J'ai toujours dit que ce serait toi qui nous élèverais. Et maman, a continué Laurent en faisant maintenant les 100 pas dans la pièce, ivre de sa propre illusion. On va t'obtenir cette adhésion au country club, le niveau platinum. Tu mérites d'y entrer la tête haute. Je le regardais tisser ses fantasmes, bâtir un château sur des fondations de boue. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas, basé sur un travail qu'il n'avait pas obtenu, pour impressionner des gens qu'il ne respectait pas. Monsieur Beaumont, la voix de Delacroix a tranché la rêverie comme un scalpel.
Avant que vous ne commenciez à dépenser les dividendes de l'année prochaine. Nous avons un dernier obstacle administratif à franchir aujourd'hui. Laurent s'est retourné, toujours souriant. Dites-moi tout. Signature, biométrie. Je suis prêt. Sécurité, a dit Delacroix. Puisque le transfert électronique de vos fonds d'apport mettra 24 à 48 heures à être compensé par le système bancaire, nous ne pouvons pas vous installer officiellement en tant qu'associé aujourd'hui sur la seule base d'un PDF. Mais j'ai envoyé le fichier, a protesté Laurent, son sourire s'effaçant légèrement. Un fichier est une promesse, a rétorqué Delacroix d'un ton suave. Le cabinet exige une garantie pour bloquer le siège aujourd'hui. Pour éviter qu'un des autres candidats ne surenchérisse pendant que vos fonds sont en transit, nous exigeons une retenue temporaire de garantie. Garantie, a demandé Gilles en se redressant. Quel genre de garantie? Un bien immobilier, a répondu Delacroix. Il a plongé la main dans sa mallette et en a sorti un document unique et impeccable. Quelque chose pour combler le vide. Ce n'est qu'une pure formalité, bien sûr. Un privilège qui se dissout automatiquement à l'instant où les 150 000 € touchent notre compte. Ça montre simplement au conseil d'administration que vous êtes sérieux. Laurent a regardé le document. Puis Gilles. J'ai vu les rouages tourner dans sa tête. Il savait qu'il n'y avait pas d'argent en route. Il savait que le transfert n'aboutirait jamais, mais il croyait aussi pouvoir arranger le coup. Il pensait que s'il parvenait simplement à obtenir le titre d'associé, il pourrait magouiller, emprunter ou voler l'argent avant l'échéance. Il avait juste besoin de gagner du temps. Et la seule monnaie d'échange qui lui restait pour acheter ce temps, c'était nos parents. C'est la procédure standard, papa, a dit Laurent en posant son regard de prédateur sur Gilles. Juste une formalité, comme il l'a dit. Ça disparaît dans 2 jours. Ça n'a aucune importance. Quelle propriété, a demandé Gilles, la voix tremblante. La maison, a dit Delacroix. Le 117 allée des Bruyères. C'est le seul actif avec suffisamment de capitaux propres pour couvrir la position. J'ai vu Gilles se recroqueviller. Cette maison était son sanctuaire. C'était la seule chose qu'il avait réussi à protéger des précédents désastres de Laurent. Il a regardé Martine. Il a regardé Laurent. Papa, allez, a insisté Laurent, sa voix commençant à trahir de l'irritation. Ne me fais pas honte maintenant. Nous sommes sur la ligne d'arrivée. Vas-tu laisser un peu de paperasse nous empêcher de gagner des millions? Pense au country club. Pense à l'héritage. Gilles a regardé le stylo que Delacroix avait posé sur la table. Il ressemblait moins à un instrument d'écriture qu'à un détonateur. C'est juste pour 48 heures, a demandé faiblement Gilles. Période de retenue standard, a confirmé Delacroix. Une fois les fonds validés, le privilège s'évanouit. Gilles a tendu la main vers le stylo. Je me tenais dans le coin, silencieux et immobile. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage restait de marbre. J'aurais pu l'arrêter. J'aurais pu crier qu'il n'y avait aucun fonds à valider. Que le privilège ne se dissoudrait jamais. Qu'il cédait sa maison à une société écran contrôlée par sa fille ignorée. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais besoin qu'il s'engage. J'avais besoin que l'encre soit fraîche. J'avais besoin qu'il choisisse l'illusion plutôt que la réalité une dernière fois, pour que lorsque je la ferai voler en éclats, il ne reste plus aucun morceau à recoller. La main de Gilles a tremblé, mais il a signé. Le grattement du stylo contre le papier sonnait comme un verrou qui s'enclenchait. Le piège était plein. La porte était scellée, et à l'intérieur, l'air commençait à manquer. Le document que Delacroix a fait glisser sur la table en acajou poli était lourd, relié dans une couverture juridique bleue et intitulé en lettres grasses et impitoyables, accord des nantissements d'actifs garantis avec pouvoir des ventes. Cela n'avait pas l'air d'une formalité. Cela ressemblait à un avis d'expulsion arrivé en avance. Il s'agit de l'instrument de privilège spécifique pour le 117 allée des Bruyères, a précisé Delacroix, sa voix dépouillant la pièce de toute chaleur résiduelle. Il n'a pas scié. Il n'a pas amorti le choc. Il accorde aux créanciers, en l'occurrence l'entité holding agissant pour le partenariat, le droit de saisir et de liquider la propriété immédiatement en cas de rupture de contrat ou de défaut de règlement des fonds. Veuillez parapher le bas de la page 3 et signer intégralement la page 4. Gilles a dévisagé le papier. Sa main, qui tenait le stylo avec une détermination si désespérée un instant plus tôt, restait maintenant suspendue,
tremblant comme une feuille dans la tempête. Cette maison n'était pas que du bois et des briques pour lui. C'était la seule chose dans sa vie qui lui appartenait vraiment. Les voitures étaient en leasing. L'adhésion au club privé était payée à tempérament. Les actions s'étaient envolées depuis longtemps. Mais la maison, la vaste demeure coloniale sur la colline, était la seule chose qui proclamait que Gilles Beaumont était un homme de substance. C'était le seul actif propre qui lui restait. Liquidation immédiate, a demandé Gilles, sa voix grêle et chevrotante. Cela semble excessif pour une retenue de 24 heures. Un billet à ordre standard suffirait sûrement. Les billets standards sont pour les risques standards, a rétorqué Delacroix en regardant de nouveau sa montre. Nous faisons le pont pour des fonds non vérifiés. La prime de risque est élevée. Si vous êtes mal à l'aise, monsieur Beaumont, nous pouvons arrêter. J'informerai simplement le conseil d'administration que le candidat n'a pas pu satisfaire aux exigences de garantie. Il a tendu la main comme pour reprendre les papiers. C'était une feinte parfaite. Non, a aboyé Laurent en abattant sa main sur la table, dangereusement près des documents. Papa, ne le laisse pas les reprendre. C'est juste du jargon juridique. Ils sont obligés de mettre ces tactiques d'intimidation pour les avocats. Ça ne veut rien dire. Laurent s'est tourné vers Gilles, les yeux écarquillés et frénétiques. Papa, écoute-moi. L'argent arrive. J'ai envoyé le fichier. Tu l'as vu. C'est littéralement juste pour une nuit. Vas-tu gâcher un partenariat qui vaut des millions parce que tu as peur d'un bout de papier? Ne sois pas lâche. Je ne suis pas lâche, a rétorqué sèchement Gilles, bien qu'il en eût exactement l'air. Il a regardé le document, puis Laurent, puis son propre reflet terrifié dans la fenêtre sombre. Je me tenais dans le coin, serrant le pichet d'eau vide contre mon estomac. Je regardais mon père s'effondrer. C'était à la fois fascinant et horrifiant. Il n'avait pas peur de perdre la maison. Il avait peur de perdre l'image de la maison. Il avait peur que Delacroix se lève et parte, le laissant avec un fils qui était un raté et une vie qui était ordinaire. Il redoutait plus l'insignifiance que la faillite. Ma mère, sentant l'hésitation, a transformé son anxiété en arme et a visé la cible la plus facile de la pièce. Amélie, a sifflé Martine, ses yeux dardant vers moi. Arrête de rôder comme un vautour. Tu rends ton père nerveux. Va te mettre près de la porte. Tourne-toi. Ton énergie négative est en train de tout gâcher. Je suis juste debout ici, mère, ai-je répondu, la voix calme, presque mélodique. Eh bien, ne le sois pas. A-t-elle claqué. Ne regarde pas les papiers. Ne nous regarde pas, contente-toi de disparaître. Ne t'avise pas de porter la poisse à ton frère. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas retourné. J'ai observé. Papa, a insisté Laurent, sa voix chutant dans un murmure de conspirateur. Pense au dîner de ce soir. Pense au moment où on entrera à l'écrin et qu'on dira à tout le monde que je suis devenu associé. Tu veux annuler cette réservation? Tu veux dire à l'oncle Michel qu'on a flanché à 1 mètre de la ligne d'arrivée? C'était le coup de grâce, la honte sociale. Gilles Beaumont préférait signer un pacte avec le diable plutôt que d'admettre à son beau-frère que son fils était un tocard. C'est juste 24 heures, a répété Gilles, plus pour lui-même que pour quiconque d'autre. Il essayait de lancer un sort, d'essayer de rendre le mensonge vrai en le prononçant à haute voix. 24 heures, a confirmé Laurent. Moins, probablement, le virement pourrait être compensé demain matin. Gilles a levé les yeux vers Delacroix. Il cherchait à être rassuré, un sourire, un hochement de tête signifiant « Nous sommes entre gentlemen ». Mais Delacroix ne lui a rien accordé. Delacroix était un miroir ne reflétant que les faits froids et durs de la transaction. « Si vous comptez signer, monsieur Beaumont, faites-le maintenant », a dit Delacroix. « J'ai une voiture qui m'attend. » Gilles a pris une inspiration qui ressemblait à un râle. Il a agrippé le stylo. Il a regardé la ligne de signature. Concédant, Gilles Beaumont. Il a abaissé le stylo. La pointe a touché le papier. Le bruit de la signature a été bruyant dans le silence. Scratch! Scratch! Un gribouillis précipité et irrégulier. Il a signé son nom non pas avec l'assurance d'un titan, mais avec la hâte d'un voleur. Et ici, a dit Delacroix en tournant la page. Et ici. Gilles a signé encore et encore.
À chaque coup de stylo, il démantelait le dernier garde-fou de sa vie. Il remettait les clés de son royaume à un inconnu. Tout cela pour protéger l'ego d'un fils qui lui avait menti en pleine face 5 minutes plus tôt. Fait, a murmuré Gilles, lâchant le stylo comme s'il était brûlant. Il s'est affaissé dans sa chaise, le teint grisâtre. Martine a laissé échapper un petit cri d'oiseau soulagé. Oh, Dieu merci. C'est fait. On a réussi. Laurent a attrapé les papiers et les a poussés vers Delacroix. Voilà, vous avez votre garantie. Maintenant, donnez-moi le contrat. Delacroix a pris les documents. Il ne les a pas fourrés immédiatement dans sa mallette. Il a pris un moment pour inspecter les signatures, les comparant aux copies de pièces d'identité sur la table. Il était minutieux. Il était précis. L'accord de garantie est exécuté, a annoncé Delacroix, glissant les papiers dans sa sacoche en cuir et faisant claquer le fermoir. Le son de ce verrou qui s'enclenchait était le bruit le plus doux que j'ai jamais entendu. C'était terminé. Le piège n'était pas seulement tendu. Il s'était refermé. Mes parents pensaient venir d'acheter une bouée de sauvetage. Ils pensaient avoir sécurisé un pont vers l'avenir. Ils ne comprenaient pas la mécanique de ce qui venait de se produire. Ils ignoraient que l'entité holding représentée par Delacroix s'appelait Roc de Mer Investissement SARL. Ils ignoraient que Roc de Mer Investissement SARL, c'était moi. Gilles n'avait pas cédé sa maison au groupe Moreau Méridien. Il l'avait effectivement cédée à sa fille, la fille qu'il avait réduite au silence, la fille qu'il avait rabaissée, la fille qu'il avait forcée à se tenir dans le coin. Et contrairement à la banque, contrairement aux prêteurs prédateurs qui le redoutaient, je savais exactement ce que valait cette maison. Et je savais exactement ce qu'il en coûtait de la garder. J'ai ressenti une étrange sensation dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas du triomphe. C'était le poids lourd et solide du contrôle. Pour la première fois de ma vie, je n'étais plus soumise aux caprices des illusions de la famille Beaumont. L'illusion, c'était moi qui la possédais désormais. Bien, a dit Delacroix en posant ses mains à plat sur la table. Concernant l'accord de partenariat en lui-même. Laurent s'est penché en avant, avide, les mains tremblantes d'anticipation. Oui, le contrat. Rendons cela officiel. J'ai fait un pas en avant depuis mon coin. Le pichet d'eau était lourd dans ma main, mais je l'ai posé sur la desserte avec un fracas délibéré. Le son a traversé la pièce, vif et dissonant. En fait, ai-je dit, ma voix portant une résonance qui a fait tressaillir Martine, je pense que nous devrions vérifier les métadonnées de ce transfert une fois de plus avant que quiconque ne signe quoi que ce soit d'autre. La pièce s'est figée. Gilles s'est tourné vers moi, le visage tordu de confusion et de colère. Amélie, l'a-t-il averti. Je t'ai dit de te taire. Je sais, ai-je répondu en marchant lentement vers la tête de table. Mais je pense que vous devriez entendre ceci, parce que la maison que vous venez de céder ne vous appartient plus, et cette réunion non plus. Laurent a été le premier à briser le silence, son arrogance agissant comme un bouclier contre le soudain frisson qui s'est abattu sur la pièce. Il s'est adossé, croisant les doigts derrière sa tête, inconscient de la lame de guillotine suspendue à quelques centimètres de sa nuque. « Détends-toi, Amélie » a-t-il ricané, le son grinçant contre la tension. « Tu deviens dramatique. »« Papa, dis-lui de se calmer. » En fait, Amélie, tu t'es plutôt bien débrouillée avec le projecteur tout à l'heure. Peut-être que quand j'aurai ma propre équipe, je pourrai t'embaucher comme assistante de direction. Tu as un don pour les trucs techniques de bas niveau. Contente-toi de ne pas parler la prochaine fois, d'accord? Laisse la conclusion aux vrais professionnels. Il a regardé Martine pour obtenir son approbation, et elle lui a adressé un faible sourire d'encouragement, bien que ses yeux fissent toujours des allers-retours nerveux entre Gilles et les papiers signés. C'est une offre généreuse, ai-je répondu, la voix ferme. Mais je ne pense pas que tu embaucheras qui que ce soit, Laurent. En fait, je ne pense pas que tu feras grand-chose dans cette industrie, plus jamais. J. Et posé définitivement le pichet d'eau sur la crédence. C'était la mue symbolique de ma peau. J'avais fini de servir. J'ai dépassé ma mère qui a tendu la main pour attraper mon bras, ses ongles acérés. Assieds-toi, a-t-elle sifflé. Tu nous fais honte. J'ai doucement mais fermement dégagé mon bras, un rejet physique de son contrôle qui l'a fait halter. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre le bout de la table, la place où l'associé était censé s'asseoir.
Je me tenais juste à côté du câble HDMI que Laurent avait prétendu être cassé. Laurent a parlé d'une visualisation, ai-je lancé à la cantonade en branchant le câble sur ma propre tablette. Le grand écran au mur a clignoté. L'image du relevé bancaire falsifié de Laurent a disparu, remplacée par un organigramme austère et complexe. C'était une toile d'araignée d'entités corporatives, de lignes de crédit et d'obligations de dette. Tout en bas se trouvait le groupe Moro Méridien. Au-dessus, relié par une épaisse ligne rouge représentant la participation majoritaire de la dette, se trouvait une case étiquetée Roc de Mer Investissement SARL. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Gilles en plissant les yeux vers l'écran. « C'est quoi Roc de Mer Investissement ?» Roc de Mer Investissement, ai-je expliqué, ma voix froide et professorale, est un véhicule à usage spécial que j'ai établi il y a 3 ans. Il est spécialisé dans l'acquisition d'actifs en difficulté. Il y a 72 heures, Roc de Mer a racheté la tranche de contrôle de la dette du groupe Moro Méridien. Cela signifie que Roc de Mer possède le droit d'auditer, le droit de restructurer et le droit de licencier le personnel. J'ai tapoté l'écran. Une nouvelle case est apparue au-dessus de Roc de Mer Investissement. Elle contenait un seul nom, propriétaire unique, Amélie Beaumont. Le silence dans la pièce était absolu. C'était le silence d'un aspirateur pompant l'oxygène de leurs poumons. La bouche de Gilles s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Martine a regardé l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran, son cerveau incapable de calculer la donnée. Toi. Laurent a ri, mais c'était un rire nerveux, haché. Toi. Tu gères de la paperasse. Amélie, tu ne possèdes pas d'entreprise. C'est une blague. Tu as piraté l'écran. Il s'est tourné vers Delacroix, cherchant un allié. Dites-lui d'arrêter ça. Dites-lui qu'elle est folle. Monsieur Delacroix, l'homme qui les avait terrifiés pendant la dernière demi-heure, l'homme qui avait exigé leur maison, s'est levé lentement. Il s'est tourné vers moi, a boutonné sa veste et a légèrement incliné la tête. Gilles avait l'air d'avoir été giflé. Vous travaillez pour elle ? Monsieur Delacroix est mon directeur de la conformité interne, ai-je dit. Il ne travaille pas pour Moro Méridien. Il travaille pour moi et il a été très patient pendant que vous essayiez de l'escroquer. Escroquer, a bafouillé Laurent en se levant, le visage écarlate. Je n'ai escroqué personne. Je suis l'associé. J'ai envoyé les fonds. Regardons ces fonds de plus près, ai-je répondu. J'ai balayé l'écran de ma tablette. L'affichage a changé à nouveau. Cette fois, il montrait un flux en direct du portail bancaire auquel Delacroix avait accédé. À gauche se trouvait le PDF que Laurent avait envoyé par email, celui affichant un solde de 150 000 €. À droite se trouvait la requête en temps réel du numéro de compte associé à ce relevé. Le chiffre de droite n'était pas de 150 000 €. Il était de 342,16 €. Ceci, ai-je dit en pointant la gauche, est un crime. Fraude électronique, falsification de documents financiers, tentative de vol qualifié. J'ai pointé la droite. Ça, c'est la réalité. Tu n'as pas l'argent, Laurent. Tu n'as jamais eu l'argent. Tu as dépensé le reste de tes liquidités dans le costume que tu portes et dans le leasing d'une voiture que tu ne peux pas te payer. C'est un bug système, a hurlé Laurent en frappant du poing sur la table. La banque ne s'est pas mise à jour. Tu manipules l'affichage. Ah bon ? Ai-je rétorqué. J'ai zoomé sur le PDF qu'il avait envoyé. Regardez les pixels autour des chiffres. Laurent, tu vois les artefacts de compression ? Tu vois comment la police du 150 000 est légèrement plus nette que celle de la date ? Tu as utilisé un masque de calque dans un éditeur PDF. Et tu as été négligent. Tu as laissé les métadonnées de modification dans l'entête du fichier. Modifié avec Adobe Acrobat Pro. Utilisateur, L. Beaumont. Heure, 14h28. C'était il y a 10 minutes. J'ai regardé mes parents. Ils fixaient l'écran, fixant la preuve indéniable que leur enfant chéri n'était pas seulement un raté, mais un menteur. Un menteur criminel. Gilles a regardé Laurent. Tu as dit. Tu as dit que l'argent était là. Tu as juré sur la tête de ta mère. Laurent haletait, regardant autour de lui comme un animal pris au piège. J'allais la voir. J'avais juste besoin que le contrat soit signé. Une fois associé, j'aurais pu obtenir un prêt. Je faisais ça pour nous. Non,
les jeux coupés. Tu faisais ça pour ton ego, et maintenant tu les as entraînés avec toi. Je me suis tourné vers Gilles. Voici le problème, papa. Tu viens de signer un engagement de nantissement d'actifs garantis. Tu as mis la maison en garantie pour cette transaction. Mais la transaction est nulle. A balbutié Gilles, la sueur ruisselant sur son visage. S'il n'a pas l'argent, le marché est annulé. Le privilège se dissout, c'est Monsieur Delacroix qui l'a dit. Monsieur Delacroix a dit que le privilège se dissout lorsque les fonds sont validés, les jeux corrigés. Les fonds ne seront jamais validés, ce qui signifie que le contrat est en défaut. Mais c'est pire que ça. Je me suis penché en avant, posant mes mains sur la table, dominant ce père qui m'avait fait me sentir minuscule toute ma vie. Parce que cette transaction était basée sur un document frauduleux, la garantie est maintenant considérée comme un instrument utilisé lors de la commission d'un crime. En signant ce papier, tu n'as pas seulement mis la maison en gage. Tu l'as liée à une enquête criminelle. Si j'appelais la police à cet instant pour leur remettre ce dossier, la maison serait gelée comme pièce à conviction. Elle serait saisie dans le cadre d'une procédure de confiscation des biens. Le visage de Gilles est devenu livide. Il a regardé le document dans la mallette de Delacroix. La mallette que je contrôlais effectivement. Tu ne ferais pas ça, a murmuré Martine, la voix tremblante. Nous sommes ta famille. Je suis la fille invisible, souviens-toi, ai-je dit froidement, récitant le rôle qu'il m'avait attribué. Je ne suis que la fille de la logistique. Et en ce moment, la logistique indique que vous venez d'hypothéquer votre maison pour soutenir un acte criminel contre une entreprise qui m'appartient. Alors, voici où nous en sommes, ai-je poursuivi, ma voix dure comme le diamant. Je ne suis pas venu ici pour te regarder réussir, Laurent. Je suis venu voir si tu étais capable de dire la vérité pour sauver ta famille. Et tu as échoué. Tu as regardé papa dans les yeux et tu l'as laissé signer sa vie entière juste pour pouvoir jouer au grand patron pendant 24 heures de plus. Laurent s'est affalé dans sa chaise, toute combativité l'ayant déserté. Il paraissait petit. Il ressemblait à un enfant qui avait cassé un vase et réalisé qu'il ne pouvait pas en cacher les morceaux. Mais je ne suis pas comme vous, ai-je déclaré à la cantonade. Je ne fonctionne pas à l'espoir. Je fonctionne avec des moyens de pression. Et là, tout de suite, c'est moi qui ai tous les pouvoirs. J'ai regardé Delacroix. Montrez-leur les options. J'ai plongé la main dans mon sac cabas en cuir et j'en ai sorti 2 grandes enveloppes distinctes. L'une était une pochette juridique rouge vif et agressive. L'autre était une chemise cartonnée beige standard. Je les ai placées côte à côte sur la table en acajou poli, juste entre le pichet d'eau que j'avais porté pendant des années et le relevé bancaire frauduleux que mon frère venait d'envoyer. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du serveur que j'avais piraté. Laurent était avachi sur sa chaise, le visage figé dans un masque de choc livide. Gilles et Martine me regardaient comme si je venais de m'exprimer dans une langue étrangère. D'une certaine manière, c'était le cas. Je parlais la langue des conséquences, un dialecte qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'enseigner à leur fils. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins, ai-je dit en posant le bout de mes doigts sur les enveloppes. C'est ici que s'arrête la théorie des jeux et que commence la réalité. Vous avez 2 choix. Ils sont non négociables et s'excluent mutuellement. J'ai tapoté la pochette rouge. Option numéro 1, ai-je commencé, la voix dénuée d'émotion. Nous appliquons la loi à la lettre. Je remets le dossier de preuve complet, le faux PDF, les métadonnées prouvant l'heure de modification, les historiques de discussion de Laurent conspirant pour escroquer une institution financière. Et la garantie d'actifs signée sous de faux prétextes à l'unité de conformité. Monsieur Delacroix sera légalement tenu de déposer une déclaration d'activité suspecte auprès des autorités fédérales et de l'AMF. La police interviendra. La maison sera saisie comme preuve dans une enquête pour fraude. Laurent fera presque certainement de la prison, et vous, maman et papa, passerez votre retraite au tribunal, à vous battre pour prouver que vous n'étiez pas complice. Martine a laissé échapper un sanglot étranglé, pressant sa main sur sa bouche. Gilles fixait la pochette rouge comme si elle était radioactive. Ou alors, ai-je dit en faisant glisser la chemise beige vers l'avant. Nous choisissons l'option numéro 2. La sortie par la petite porte. Qu'est-ce que la sortie par la petite porte, a demandé Gilles, la voix éraillée. C'est une restructuration, ai-je expliqué.
Laurent signe un document retirant formellement sa candidature et renonçant à toute réclamation future contre le groupe Moreau Méridien ou l'une de ses filiales. Il admet une erreur administrative et se retire de cette industrie dans cette ville. Il s'en va. Et la maison, a demandé Gilles, le regard désespéré. Toi et maman signez un acte de transfert de propriété cédant le titre du 117 allée des Bruyères à une fiducie aveugle contrôlée par Roque de Mer Investissement, ai-je répondu. J'en deviens l'administratrice. Vous conservez le droit d'y vivre. Je paie les impôts. Je paie l'entretien. Mais vous perdez le droit de l'utiliser comme levier financier. Vous perdez le droit de l'hypothéquer. Et surtout, vous perdez le droit de la vendre pour renflouer Laurent à son prochain désastre. Tu veux voler notre maison, a hurlé Martine. Le choc avait laissé place à une rage soudaine et aiguë. Elle s'est levée, ses bracelets cliquetant furieusement. Tu n'as pas le droit. C'est notre maison. Nous t'y avons élevé. Comment oses-tu te tenir là et nous dicter tes conditions? Tu n'es que la fille qui répond au téléphone. Tu n'as aucun droit. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Pendant 30 ans, sa voix m'avait fait tressaillir. Elle m'avait fait me sentir insignifiante. Mais aujourd'hui, debout en bout de table, je n'ai ressenti qu'une lucidité froide et implacable. Martine a ouvert la bouche pour protester, mais les mots sont morts dans sa gorge. Elle a regardé l'acier dans mes yeux et a réalisé, peut-être pour la première fois, qu'elle ne connaissait pas la femme qui se tenait devant elle. Gilles a tendu la main et a tiré la chemise beige vers lui. Ses mains tremblaient, mais il l'a ouverte. Il a commencé à lire. C'était un homme d'affaires, ou du moins il l'avait été. En parcourant les pages, j'ai vu la prise de conscience se faire jour en lui. La structure de fiducie que j'avais créée n'était pas prédatrice. Elle était protectrice. C'était un bouclier blindé conçu pour l'empêcher de se noyer. Il a levé les yeux vers moi et son expression s'est effondrée. Il a regardé Laurent, qui se rongeait actuellement les ongles, puis il m'a regardé à nouveau. Il réalisait que la fille inutile, la déception qui n'aimait pas le risque, était la seule personne dans la pièce ayant la compétence de les sauver de la ruine totale. Elle nous met sous tutelle, a murmuré Gilles à l'attention de Martine. Mais elle garde un toit au-dessus de nos têtes. Si nous ne signons pas ça, la banque prendra tout. Ou la police. Papa, ne signe pas ça, a crié Laurent, retrouvant soudainement sa voix. Il a bondi sur ses pieds, pointant un doigt tremblant vers moi. Elle m'a piégé. Toute cette histoire est un coup monté. Elle savait que j'éditerais le fichier. Elle m'y a poussé. Tu ne peux pas la laisser gagner. Il s'est tourné vers Delacroix. Vous l'avez vu. Elle a projeté l'écran. Elle m'a obligé à le faire. M. Delacroix n'a pas levé les yeux de ses notes. Monsieur Beaumont, a-t-il dit d'un ton blasé. Madame Beaumont n'a pas forcé vos doigts sur le clavier. Elle n'a pas ouvert Adobe Acrobat pour vous. Et elle n'a certainement pas appuyé sur le bouton d'envoi de votre messagerie. Le piège requiert la coercition. Tout ce que Madame Beaumont a fourni, c'est l'opportunité de révéler votre véritable nature. Vous avez fait le reste. Laurent a regardé autour de la pièce, réalisant qu'il n'avait plus aucun allié. Les murs se refermaient sur lui. J'ai une dernière condition, ai-je ajouté en plongeant mon regard dans celui de mon frère. Si nous choisissons l'option 2, tu es totalement coupé des vivres. Tu seras retiré de tous les comptes conjoints avec maman et papa. Tu rendras tes cartes de crédit liées à leurs comptes, et tu ne les approcheras plus jamais, sous aucun prétexte, pour un prêt relais ou une opportunité d'investissement. Si tu le fais, la fiducie contient une clause m'autorisant à t'expulser des lieux immédiatement. Tu détruis ma vie, a craché Laurent, les yeux humides de larmes de rage. J'allais devenir associé. J'allais devenir quelqu'un. Tu es jalouse. C'est ça. Tu es jalouse parce que j'ai la vision et que tu n'es qu'une gratte-papier. J'ai ri. Un son court et sec. Cela m'amène au dernier détail, ai-je dit. La seule chose que tu n'as toujours pas comprise. J'ai de nouveau tapoté l'écran. L'organigramme a fait un zoom arrière. Il montrait la future structure du groupe Moreau Méridien sous ma direction. Tu n'arrêtes pas de parler de ce poste d'associé comme s'il s'agissait d'un trône qui t'attendait, ai-je expliqué. Mais tu te bases sur de vieilles informations. Une partie de ma stratégie d'acquisition impliquait une restructuration du niveau exécutif.
J'ai fait glisser mon doigt sur la tablette reliée au grand écran. La case indiquant partenaire junior, nouvelle recrue est devenue rouge, puis s'est dissoute en pixels, disparaissant complètement de l'organigramme. J'ai supprimé ce poste il y a 10 minutes, ai-je annoncé. Il n'existe plus. Même si tu avais eu l'argent, même si tu n'avais pas menti, même si tu étais le génie que tu penses être, il n'y a pas de poste, Laurent. Je l'ai supprimé pour réduire les frais généraux. Laurent a fixé l'espace vide sur l'écran où son avenir était censé se trouver. Sa bouche est restée bée. La réalisation l'a frappé plus durement que les menaces judiciaires. Ce n'était pas seulement qu'il était renvoyé. C'était qu'il était insignifiant. En fait, ai-je prononcé, livrant les mots que j'avais répétés dans le miroir de mon âme pendant une décennie. Tu n'es pas seulement viré. Tu n'as même jamais été embauché. Tu étais une ligne budgétaire que j'ai décidé de rayer. J'ai poussé le stylo vers Gilles. Fais un choix, papa. Le dossier rouge ou le dossier beige. La police ou la fiducie. Tu as 60 secondes avant que Monsieur Delacroix ne parte. Et s'il franchit cette porte avec la pochette rouge, je ne pourrai pas l'arrêter. Gilles a regardé son fils, l'investissement brisé. Il a regardé sa femme, la complice terrifiée. Et puis il m'a regardé, l'auditrice. Il a pris le stylo. Il n'a pas regardé Laurent cette fois. Il a regardé la maison sur le papier, l'adresse qui le définissait, et il a réalisé que la seule façon de la garder était de capituler et d'abandonner sa fierté à la fille qu'il avait sous-estimée. Je suis désolé, Laurent, a murmuré Gilles. Il a signé l'acte de transfert. L'encre de l'acte de transfert était à peine sèche que l'atmosphère de la pièce était passée de la panique à une finalité creuse et retentissante. Gilles a lâché le stylo. Il a roulé sur la table en acajou, résonnant comme le marteau d'un juge frappant son socle. Il a regardé sa main comme si elle appartenait à un étranger, incapable de concevoir qu'il venait de céder son domaine à la fille qu'il avait ignorée pendant 30 ans. Je n'ai pas triomphé. Je n'ai pas souri. J'ai simplement tapoté l'écran de ma tablette une dernière fois, exécutant la commande finale de la séquence que j'avais programmée quelques jours plus tôt. L'acte est enregistré, ai-je déclaré, ma voix fendant le lourd silence. La fiducie est désormais active. L'actif est sécurisé. Laurent était toujours assis là, clignant rapidement des yeux, essayant de rassembler les fragments brisés de son ego. Il a regardé les papiers signés, puis moi, et une lueur de sa vieille défiance illusoire a étincelé dans ses yeux. Il a réajusté sa cravate. Le réflexe d'un homme qui croit que l'apparence peut primer sur la réalité. Très bien, a dit Laurent, la voix tremblante mais forte. Tu as la maison. Félicitations. Tu as gagné ta petite lutte de pouvoir, mais nous avons encore des affaires à régler. Même si le poste d'associé est techniquement suspendu, je suis toujours le contact principal pour cette transaction. C'est moi qui ai apporté cette relation sur la table. J'attends des honoraires de consultant pour avoir facilité l'acquisition, et je ne quitterai pas cette pièce tant que ma position ne sera pas clarifiée. Je l'ai regardé. C'était presque impressionnant de voir à quel point la pourriture du sentiment d'avoir tous les droits s'était enfouie profondément dans son âme. Il croyait sincèrement qu'après avoir tenté de commettre une fraude, après avoir failli perdre la maison de ses parents au profit d'une saisie policière, il pouvait encore négocier des honoraires. Ta position est parfaitement claire, ai-je dit en me penchant légèrement en avant. Mais rendons-la officielle pour les archives. Je me suis tourné vers Monsieur Delacroix. L'avis de licenciement est-il prêt ? Il l'est, a répondu Delacroix en tirant une seule feuille de papier immaculé de sa mallette. J'ai de nouveau regardé mon frère. Moreau Méridien, sous ma direction, exerce par la présente son droit d'annuler tout accord en cours avec vous suite à la soumission de documents financiers falsifiés. Votre candidature est rejetée sans appel. Votre accès au bâtiment est révoqué avec effet immédiat. Et quant à vos honoraires de consultant. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne douloureux. Il n'y a pas d'honoraires. Il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de partenariat. En vérité, tu es viré. Les mots sont restés suspendus dans l'air, tranchants et absolus. Ce n'était pas seulement un rejet. C'était une gomme. Monsieur Delacroix, ai-je dit, veuillez récupérer ces accréditations. Delacroix s'est déplacé avec l'efficacité rapide et dépassionnée d'une machine. Il s'est approché de Laurent et a tendu la main. Votre badge visiteur, Monsieur Beaumont,
et le dossier de présentation. Il s'agit de la propriété intellectuelle de l'entreprise. Laurent a serré le dossier contre sa poitrine comme un bouclier. Vous ne pouvez pas prendre ça. Mes notes sont à l'intérieur. Donnez-le-moi, a dit Delacroix. Sa voix n'est pas montée d'un ton, mais la menace était évidente. Ou la sécurité vous escortera vers la sortie. Laurent a regardé notre père, implorant son intervention. Papa, fais quelque chose. Elle m'humilie. Mais Gilles Beaumont n'a pas bougé. Il était affalé sur sa chaise, fixant l'espace vide sur la table où se trouvaient jadis ses rêves. La prise de conscience déferlait sur lui par vagues. Il ne pleurait pas seulement la perte du titre de propriété de la maison. Il pleurait la perte du mythe. Il avait passé sa vie entière à investir en Laurent, croyant que l'éclat de la surface signifiait qu'il y avait de l'or en dessous. Maintenant, il voyait la rouille. Il voyait la falsification. Il voyait l'incompétence. Il a menti, a chuchoté Gilles, la voix brisée. Il a menti à propos de l'argent. Il a menti à propos de l'emploi. Il a menti sur toute la ligne. Gilles, je t'en prie, a commencé Martine en lui tendant le bras. Gilles s'est dégagé violemment. Il a failli me faire arrêter, Martine. Tu l'as entendu? Fraude bancaire. Nous serions morts en prison parce qu'il voulait jouer à se déguiser. Martine a tressailli, le visage défait. Elle a regardé autour de la pièce, désespérée de trouver une nouvelle encre, une nouvelle source de stabilité. Ses yeux se sont posés sur moi. La fille qu'elle avait repoussée dans le coin. La fille qu'elle avait qualifiée de porte-malheur. Soudain, son visage s'est transformé. Le rictus méprisant a disparu, remplacé par un masque grotesque et flatteur d'affection maternelle. Elle a contourné précipitamment la table pour venir vers moi, tendant les mains pour attraper les miennes. Amélie, ma chérie, a-t-elle supplié, la voix poisseuse de fausses larmes. Tu es si intelligente. J'ai toujours dit à ton père que c'était toi la fille brillante. Tu nous as sauvés. Tu as fait ça pour nous protéger, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Tu n'as pas besoin de garder le titre de propriété, n'est-ce pas? Rends-le juste à ton papa et nous pourrons tous aller dîner et fêter ta nouvelle entreprise. J'ai baissé les yeux vers ses mains qui agrippaient mon blazer. Je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de pitié, juste un profond sentiment de distance. C'était comme regarder un étranger faire la manche dans une station de métro. Lâche-moi, ai-je dit calmement. Martine s'est figée. Elle a retiré ses mains comme si elle s'était brûlée. Les conditions sont fixées, ai-je déclaré en m'adressant à eux deux. La maison reste dans la fiducie de Roc de Mer. Je paierai les impôts fonciers. Je couvrirai l'assurance. Vous aurez un toit au-dessus de vos têtes pour le reste de vos jours. Personne ne vous met à la porte. J'ai tourné mon regard vers Laurent. Mais la fiducie a une clause stricte, s'il revient vivre avec vous, ou si vous contractez un prêt pour lui donner de l'argent, ou si vous vendez ne serait-ce qu'une lampe pour financer son train de vie, l'accord est annulé et je vends la propriété. La maison est pour votre retraite. Ce n'est pas un distributeur automatique pour financer ses erreurs. Tu ne peux pas faire ça, a hurlé Laurent. Je n'ai nulle part où aller. Mon bail expire la semaine prochaine. Alors je te suggère de trouver un travail, ai-je répondu. Un vrai. J'ai entendu dire que le café dans le hall embauchait. Ils n'exigent pas de droit d'entrée, mais ils exigent que l'on arrive à l'heure. Laurent s'est tourné vers Gilles. Papa, tu vas la laisser me parler comme ça? Gilles s'est levé lentement. Il a regardé son fils, le regard froid et vide. Sors de ma vue, a dit Gilles. Laurent a reculé. Quoi? Tu m'as entendu? A crié Gilles. Tu nous as tout fait perdre. Tu es resté là à sourire pendant que tu jouais nos vies à la roulette. Amélie a raison. Tu es viré et tu n'as plus rien à faire ici. Mais maman a tenté Laurent. Martine lui a tourné le dos, pleurant dans ses mains. Pars, Laurent. Pars, c'est tout. Laurent est resté planté là, dépouillé de ses alliés, dépouillé de ses mensonges, dépouillé de la gloire imméritée qu'il portait comme un costume. Il m'a regardé une dernière fois, la haine brûlant dans ses yeux, mais il n'a vu aucune peur dans les miens. Il n'a vu qu'un mur qu'il ne pouvait pas escalader. Il a attrapé son manteau et a quitté la pièce en trombe,
la lourde porte claquant derrière lui avec un bruit sourd et final particulièrement satisfaisant. La pièce est redevenue silencieuse. Nous avons terminé ici, ai-je dit à Delacroix. Classez les dossiers. Bien, Madame Beaumont, a dit Delacroix en faisant claquer le fermoir de sa mallette. J'ai pris mon sac. Je n'avais pas besoin de rester. Je n'avais pas besoin d'entendre leurs excuses ou leurs justifications. J'ai marché vers la porte, mes talons claquant sur le sol. Un bruit d'autorité, et non plus de service. Amélie a appelé Gilles. Sa voix était brisée. Je me suis arrêté, la main sur la poignée en laiton. Je ne me suis pas retourné. Pourquoi? A-t-il demandé. Tu aurais pu simplement nous le dire. Pourquoi as-tu pris la maison? J'ai fait une pause. J'ai pensé aux années de négligence. J'ai pensé au coin de la pièce. J'ai pensé au sophisme des coups irrécupérables de leur amour. J'ai légèrement tourné la tête, le regardant par-dessus mon épaule. Je n'ai pas volé ta maison, papa, ai-je dit doucement. J'ai empêché qu'elle ne tombe entre les mains de celui qui l'aurait volée. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Le couloir était lumineux, bordé de fenêtres qui laissaient entrer le soleil de l'après-midi. C'était d'un éclat aveuglant comparé à l'atmosphère sombre et oppressante de la salle de conférence. J'ai pris une grande inspiration. L'air avait un goût différent ici. Il avait le goût de la liberté et du pouvoir. Je n'ai pas regardé en arrière vers la porte fermée pour la première fois de ma vie. Je n'avais pas besoin qu'il me voie. Je pouvais me voir moi-même, et cela suffisait amplement.